Ma mère a envoyé un texto sur la discussion de famille, ne viens pas à la fête du Nouvel An. Les futurs beaux-parents de ton frère sont des gens qui ont réussi. Mon père a ajouté, ne nous mets pas dans l'embarras. Mon frère a inondé le message de réaction en forme de cœur. J'ai répondu, d'accord. 2 jours plus tard, les futurs beaux-parents de mon frère sont entrés dans mon bureau pour une réunion de partenariat. Ils se sont figés, m'ont dévisagé et ont murmuré, vous êtes celle de... Ils ont commencé à crier, parce que... Le message est arrivé par un après-midi de la mi-décembre alors que j'étais seul dans mon bureau, en train de vérifier les dernières diapositives d'une présentation pour un partenariat qui pourrait faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Je suis Thérèse Lefebvre. Mon téléphone a vibré avec une notification du groupe de discussion familiale. Maman avait écrit un long message. La fête du Nouvel An cette année, c'est juste pour la famille proche. Les Beaumont viennent. C'est la véritable élite de la mode. Vieille fortune, tout ce monde-là. Il vaut mieux que tu ne viennes pas, ma chérie. Les choses pourraient devenir gênantes pour tout le monde. Mon père est intervenu juste après. Je ne veux pas que tu mettes la famille dans une situation embarrassante devant les futurs beaux-parents de Thomas. Thomas a ajouté une réaction cœur et un pouce levé. J'ai fixé l'écran une seconde. Ils n'avaient pas peur que je gâche la fête. Ils avaient peur que je gâche l'image parfaite qu'ils avaient peinte, une famille avec un fils charmant sur le point d'épouser une immense fortune, et pas de place pour la fille qui ne cadrait pas avec le tableau. J'ai tapé 2 mots en retour, bien reçu. Laurent Chevalier, mon directeur des opérations, a frappé et est entré à ce moment précis. Tout est prêt pour la réunion avec le groupe de luxe Beaumont la semaine prochaine? J'ai posé le téléphone, écran vers le bas. Plus que jamais, ai-je dit. Assurons-nous que ce soit parfait. Il a hoché la tête, et nous nous sommes replongés dans la présentation. Si on vous a déjà dit, directement ou non, que vous êtes le membre de la famille qu'ils préféreraient garder à l'écart parce que vous ne correspondez pas à leur idée de la réussite, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument chacun d'entre eux. Cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous a déjà captivé. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer ce qui se passe lorsque cette même famille d'élite entre dans ma salle de conférence 2 jours plus tard. J'ai éteint le téléphone et je suis retourné travailler comme si de rien n'était. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement de luxe à Paris en silence. Les lumières de la ville défilaient en flou derrière les fenêtres, mais je les remarquais à peine. Je suis entré, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise sur le canapé dans le noir. Le groupe de discussion familiale était toujours ouvert sur mon téléphone, mais je ne l'ai plus regardé. À la place, les souvenirs ont afflué, discrets d'abord, puis plus bruyants, comme des vagues que j'avais passé des années à retenir. J'avais 8 ans la première fois que j'ai réalisé que je ne correspondais pas à la version de la fille que mes parents voulaient. J'avais passé tout le week-end à dessiner des modèles de robes dans mon carnet de croquis. Des choses simples, des robes aux lignes épurées et aux couleurs vives. J'en étais fier. Au dîner, j'ai fait glisser le carnet sur la table vers maman. Regarde ce que j'ai fait. Elle a jeté un coup d'œil, a souri poliment, puis l'a repoussé. C'est gentil, ma chérie, mais les filles doivent apprendre à se coiffer et à se maquiller correctement si elles veulent que les gens les remarquent. Rester assise à dessiner toute la journée ne va pas aider avec ça. Thomas avait 6 ans à l'époque, déjà le centre de tout. Il avait marqué un but lors de son match de football du week-end, et la table a explosé de joie. Papa lui a ébouriffé les cheveux. Maman a applaudi comme si c'était les Jeux Olympiques. J'ai refermé mon carnet de croquis et j'ai mangé le reste de mon repas sans dire un mot de plus. Cela n'a cessé de se produire. Chaque bulletin scolaire que je ramenais avec d'excellentes notes, maman hochait la tête et disait « Bon travail », puis se tournait immédiatement vers la dernière histoire de Thomas sur ses amis, ses fêtes, ou un professeur qui le trouvait charmant. La fierté de papa était toujours plus forte pour lui. « C'est mon garçon », disait-il en lui tapant dans le dos. Il sait comment se comporter en société. Au collège, j'avais complètement arrêté de leur montrer mes créations. Je continuais à dessiner en secret, apprenant le modélisme par moi-même avec des livres de la bibliothèque. Quand j'ai dit à maman que je voulais postuler à un programme d'art d'été axé sur la mode, elle a soupiré. Pourquoi pas quelque chose de plus social? Des cours de danse, peut-être. Tu es si silencieuse, Thérèse. Les gens ne t'aborderont pas si tu as toujours le nez dans un carnet. Thomas,
pendant ce temps, étaient inscrits à tous les sports, tous les clubs qui faisaient bonne impression sur un dossier de candidature pour l'université. Non pas parce qu'il les aimait et il était correct, pas exceptionnel, mais parce qu'il le rendait visible. Papa se vantait de lui au barbecue. Maman montrait ses photos à ses amis. Il était la preuve qu'il réussissait le rôle de parent. Le lycée fut pire. J'ai gagné un concours de design régional, mon premier vrai concours. Le prix était une petite bourse et ma pièce exposée dans une galerie locale. Je suis rentré à la maison, excité, prêt à leur annoncer la nouvelle au dîner. Thomas était déjà en train de raconter comment il avait été invité à une grande fête organisée par des élèves plus âgés. Les yeux de maman se sont illuminés. « Raconte-nous tout », lui a-t-elle dit. J'ai attendu une pause qui n'est jamais venue. Finalement, j'ai essayé. En fait, j'ai gagné, maman a fait un geste de la main sans me regarder. Attends une minute, ma chérie. Thomas est au milieu de son histoire. Papa hochait la tête, riant de quelque chose que Thomas avait dit. Je n'ai jamais fini ma phrase. Quand j'ai été accepté dans un programme de premier plan à l'Institut français de la mode, ils ont réagi comme si j'avais choisi quelque chose de marginal. Maman a froncé les sourcils. Tu es sûr? Ça a l'air si spécialisé. Une faculté de lettres ne serait-elle pas mieux? Un endroit où tu pourrais rencontrer les bonnes personnes? Papa a haussé les épaules. Tant que tu es heureuse. Mais on disait qu'il n'était pas convaincu. Thomas a été admis dans une bonne université à Lyon avec une bourse sportive partielle, et soudain, la maison s'est remplie de bannières de célébration et d'appels téléphoniques aux proches. Ils lui ont organisé une fête de départ avec la moitié du quartier invité. La mienne a été un dîner tranquille, juste nous quatre. L'université n'a pas changé le schéma. Je rentrais pour les vacances en jean et en pull ample, les cheveux en une simple queue de cheval. Maman me prenait à part. Tu es si jolie si seulement tu faisais un petit effort. Regarde les filles que Thomas ramène. Elles savent comment se présenter. Thomas enchaînait les relations, chaque petite amie plus jolie et plus extraverte que la précédente. Quand il a commencé à voir Juliette Beaumont, fille de la famille du groupe de luxe Beaumont, mes parents rayonnaient littéralement. Les appels téléphoniques sont devenus des mises à jour non-stop, où ils avaient dîné, à quels événements Juliette l'avait invité, comment les Beaumont l'avaient déjà accueilli comme un fils. J'entendais tout cela en haut-parleur pendant les visites de vacances, maman s'extasiant, papa planifiant à voix haute de futures relations. Ils ne m'ont jamais demandé sur quoi je travaillais. Ils n'ont jamais voulu voir ma collection de fin d'études. Si j'en parlais, la conversation revenait à Thomas en quelques minutes. Une pause de Noël se détache plus clairement que les autres. J'étais rentré pour 2 jours. Au dîner, j'ai mentionné que j'étais sur le point de terminer un grand projet qui pourrait changer la façon dont les petits créateurs prototypent leurs vêtements. Maman a souri d'un air absent. Ça a l'air compliqué. Puis elle s'est tournée vers Thomas. Raconte à ta sœur l'invitation au voyage de ski des parents de Juliette. Thomas s'est lancé dans l'histoire, animé, charmant. Papa écoutait comme si c'était la nouvelle la plus importante de l'année. J'étais assise là, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, et j'ai réalisé qu'il croyait sincèrement que sa vie comptait plus que la mienne. Pas parce qu'il travaillait dur, ce n'était pas le cas, mais parce que son parcours leur semblait être une réussite. Un fils séduisant et extraverti, faisant un beau mariage. Il me voyait comme l'intruse. La fille qui n'avait jamais tout à fait été à la hauteur selon leurs critères. Pas de mari, pas de vie sociale, tape à accent grave-l'œil, pas d'histoire dont il pourrait se vanter lors des fêtes. Juste silencieuse, concentrée, différente. J'ai fini mon verre d'eau et je l'ai posé. Les souvenirs n'étaient pas nouveaux, mais ce soir, ils pesaient plus lourd que d'habitude. Je n'étais pas en colère, du moins pas de la manière bruyante. C'était une douleur sourde, familière et lasse. Je me suis levé, j'ai rincé le verre et je suis allé me coucher tôt. Il ne servait à rien de ressasser cela plus longtemps. Le week-end est arrivé vite, et l'équipe s'est plongée directement dans la préparation de la grande réunion. Samedi matin, j'étais au bureau à 8 heures. Laurent Chevalier, mon directeur des opérations et la seule personne qui connaissait chaque détail du fonctionnement de l'entreprise, était déjà là avec du café pour nous deux. Notre directrice financière, Élise Reynaud, et notre directeur technique, Marc Tran, nous ont rejoints dans l'heure.
Nous avons vidé la salle de conférence principale et l'avons transformée en centre de commandement. Nous avions 2 jours pour rendre tout impeccable pour le groupe de luxe Beaumont. D'abord, nous avons passé en revue la présentation, diapositive par diapositive. Je leur ai exposé le récit d'ouverture, comment le design de mode traditionnel gaspillait d'énormes quantités de tissus lors du prototypage, comment les échantillons physiques coûtaient aux marques des millions en temps et en matériaux chaque saison. Puis est venue la solution, la plateforme d'Elan Mode. Conception virtuelle en 3 dimensions depuis le début. Simulation réaliste des tissus, ajustements instantanés des patrons, 0 déchet physique jusqu'à l'approbation finale. Marc a fait une démonstration en direct du logiciel principal. Il a ouvert un nouveau modèle de collection, a drapé de la soie virtuelle sur un mannequin, a changé la palette de couleurs en un clic, a ajusté la ligne de l'ourlet et a généré une vue à 360 degrés en moins d'1 minute. Le tissu bougeait comme un vrai tissu à poids, drapé, éclat, tout était précis jusqu'au nombre de fils. Élise a pris le relais pour les chiffres. Elle a présenté le retour sur investissement projeté pour un conglomérat de la taille de Beaumont, réduction des coûts de prototypage jusqu'à 60% la première année, mise sur le marché plus rapide de 4 à 6 semaines par collection, et réduction du risque d'inventaire grâce à une meilleure prévision des tendances. Elle avait des graphiques prêts et estimations prudentes, estimations agressives, seuil de rentabilité, tout était étayé par les données de nos clients existants. Laurent a signalé les questions potentielles. Georges Beaumont est minutieux, a-t-il dit. Il lit chaque article sur les présidents directeurs généraux qu'il rencontre. Attends-toi à ce qu'ils connaissent ton parcours. J'ai hoché la tête. C'est bon. Qu'ils le sachent. En fin d'après-midi, nous avions affiné la feuille de route de l'intégration, comment leurs équipes de design existantes seraient formées, comment la plateforme se connecterait à leur système de chaîne d'approvisionnement, et un déploiement progressif à travers leur marque de luxe. Nous avons intégré des modules personnalisés pour les bibliothèques de matériaux durables et la prédiction des tendances pilotées par l'intelligence artificielle, basée sur les données de vente et sociales en temps réel. Le dimanche a été entièrement consacré au peaufinage et à la répétition. Nous avons fait la présentation complète 3 fois. Je me tenais à l'avant, faisant défiler les diapositives, et répondant aux questions difficiles qu'Élise me posait comme si elle était Georges lui-même. Marc a corrigé un problème de rendu mineur sur le champ. Laurent a tout chronométré. Nous avons terminé en 45 minutes, avec du temps pour la discussion. Entre les répétitions, nous avons commandé à manger et continué à travailler. Personne ne s'est plaint. Ce contrat était important. Le groupe de luxe Beaumont était l'un des plus grands acteurs de la mode de luxe française, plusieurs marques haut de gamme, une présence dans les grands magasins, une portée internationale. Les intégrer ne ferait pas qu'augmenter nos revenus, cela validerait tout ce que nous avions construit. Elan Mode a commencé modestement. Je l'ai fondé juste après mes études supérieures avec une seule idée, arrêter le gaspillage. Chaque année, l'industrie de la mode jetait des millions de mètres de tissu pour des échantillons qui n'atteignaient jamais la production. Ma plateforme permettait aux créateurs de concevoir, tester et perfectionner des collections entièrement dans un espace numérique. Au début, les premiers clients étaient des marques indépendantes qui ne pouvaient pas se permettre les coûts de prototypage traditionnels. Le mot s'est vite répandu. Nous avons levé notre financement de série A 2 ans plus tard avec 7 millions d'euros. La série B a apporté 40 millions d'euros 1 an après. La plus récente série C s'est conclue à 135 millions d'euros, portant notre valorisation bien au-delà de 500 millions d'euros. Nous avions maintenant plus de 500 employés, des bureaux dans 3 villes, et notre logiciel gérait les collections de plus de 700 marques, des créateurs émergents aux maisons établies. La presse l'a remarqué. Le magazine Challenge m'a mise sur sa liste des 40 de moins de 40 ans l'année dernière. Vogue France a publié un article de couverture qualifiant la plateforme de « révolutionnaire pour le luxe durable ». Le journal du textile a fait une analyse approfondie sur la manière dont nous réduisions les empreintes carbone de chaînes d'approvisionnement entières. Les récompenses de l'industrie ont suivi. Rien de tout cela n'est jamais parvenu à ma famille. J'avais été prudente depuis le début. Pour chaque interview, chaque profil, j'utilisais Thérèse L. ou Thérèse Roland, mon deuxième prénom. Aucun nom de famille complet ne les reliait à moi. Ce n'était pas difficile. La couverture médiatique de la technologie de la mode se trouve dans des publications de niche que mes parents ne lisaient jamais. Ils lisaient les journaux locaux, les pages mondaines,
peut-être la section style de vie occasionnelle des grands magazines, rien qui ne couvre les logiciels qui bouleversent les podiums. Ils avaient décidé il y a longtemps que ce que je faisais ne valait pas la peine d'être suivi. Quelque chose avec des ordinateurs et des vêtements, avait dit une fois maman, d'un geste de la main. C'était tout ce qu'ils en savaient. Quand je rentrais à la maison, chose rare ces derniers temps, je conduisais la berline modeste que je gardais pour ces voyages et je portais des jeans et des hauts simples de magasins ordinaires. Ils voyaient ce à quoi ils s'attendaient, la fille qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place sous les projecteurs. En ville, je vivais différemment. L'appartement de luxe avait des bails vitrés, des meubles sur mesure et un dressing rempli de pièces de créateurs qui utilisaient notre plateforme. Au travail, je portais des tailleurs et des talons qui coûtaient plus que l'hypothèque mensuelle de mes parents. Deux vies, nettement séparées. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions. Pas de révélations dramatiques, pas d'articles glissés sous leur nez. Je ne me cachais pas par peur. Je ne me cachais pas parce que j'avais peur qu'ils réagissent mal. J'étais silencieuse parce que je savais déjà qu'ils s'en ficheraient. Dimanche soir, nous avons terminé vers minuit. La présentation était solide. La démonstration fonctionnait perfectly. Les chiffres racontaient une histoire qu'aucun acteur sérieux ne pouvait ignorer. J'ai renvoyé tout le monde chez soi pour se reposer. Lundi matin, le jour de la réunion est enfin arrivé. Je suis arrivé tôt au bureau, vêtu d'un tailleur gris anthracite sur mesure. Une blouse en soie, des talons bas, professionnels, une autorité discrète. Les cheveux en un chignon bas et lisse, peu de bijoux à l'exception d'une montre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. J'avais l'air exactement de ce que j'étais, la présidente directrice générale d'une entreprise évaluée à des centaines de millions. Le bâtiment était déjà en pleine effervescence. Les ingénieurs collaboraient dans des espaces ouverts. Les analystes étudiaient les données de tendance sur de grands écrans. Le bourdonnement du travail concentré était partout. Dans le hall, des couvertures encadrées de Vogue France et de Challenge étaient bien en vue. Les visiteurs les remarquaient toujours. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Mon assistante m'a appelé à 9h45. L'équipe du groupe de luxe Beaumont est là, Madame Lefebvre. Ils sont dans le hall. Faites-les monter à la salle de conférence principale, ai-je dit. Je les y rejoindrai. J'ai rassemblé mes notes et j'ai traversé l'étage une dernière fois. Tout était prêt. Laurent, Élise et Marc étaient déjà dans la salle, installant le projecteur, disposant les documents de partenariat et testant la démonstration une dernière fois. Le groupe Beaumont est arrivé pile à l'heure. 4 personnes. D'abord, Georges Beaumont lui-même, fin de la cinquantaine, grand, une présence imposante dans un costume bleu marine sur mesure. Le genre d'homme qui dirigeait un empire du luxe de plusieurs milliards d'euros depuis des décennies. Derrière lui, Hélène Beaumont, élégante, cheveux blonds, parfaitement coiffée, une robe de créateur qui venait probablement d'une de leurs propres marques. Puis Juliette Beaumont, milieu de la vingtaine, soignée et confiante, la fille destinée à hériter d'une partie de tout cela. Et fermant la marche, Thomas, mon frère, l'air fier de faire partie de ce monde, le bras légèrement passé autour de la taille de Juliette. Aucun d'eux ne m'a reconnu au début. Thomas m'avait vu lors d'événements familiaux, mais jamais ici, jamais comme ça. Les autres n'avaient aucune raison de faire le lien entre la présidente directrice générale qu'ils allaient rencontrer et la sœur silencieuse que Thomas mentionnait occasionnellement. Je me suis avancé, tendant la main à Georges. Monsieur Beaumont, bienvenue chez Elan Mode. Je suis Thérèse Lefebvre. Il l'a serré fermement, le regard vif. Madame Lefebvre, c'est un plaisir. La réputation de votre plateforme est solide dans nos cercles. Hélène a souri poliment. Nous avons entendu des choses impressionnantes. Juliette a hoché la tête avec enthousiasme. Le prototypage virtuel à lui seul pourrait tout changer pour nous. Thomas est resté un pas en arrière, faisant un petit signe de la main. Salut, sœurette. Décontracté, comme si c'était une réunion de famille ordinaire. Nous nous sommes installés autour de la table de conférence, mon équipe d'un côté, les Beaumont de l'autre. Du café et de l'eau ont été proposés, la conversation fut brève. J'ai commencé par le discours de bienvenue standard, puis j'ai cliqué sur la première diapositive, présentation de l'entreprise, mission de révolutionner le design de mode durable. J'ai parcouru sans heure la section sur la direction photo et courte biographie de l'équipe de direction.
Quand ma diapositive est apparue aux photos professionnelles, nom, Thérèse Lefebvre, titre, fondatrice et présidente directrice générale, le regard de Georges s'est attardé plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. Il s'est légèrement penché en avant, étudiant l'écran, puis moi. La présentation a continué. Je suis passé à l'aperçu technologique, expliquant les fonctionnalités principales d'un ton calme et mesuré, simulation de vêtements virtuels, précision, moteur de physique des matériaux, outils collaboratifs pour les équipes mondiales. À mi-parcours, Georges m'a interrompu, non pas de manière impolie, mais délibérément. Excusez-moi, Madame Lefebvre. Avant de continuer, avez-vous déjà utilisé un autre nom dans des interviews? Thérèse L, peut-être? Ou Thérèse Roland? La question est restée en suspens, précise et silencieuse. J'ai croisé son regard directement. Oui, c'est moi. Il a hoché la tête lentement, reconstituant le puzzle. Alors vous devez être la sœur de Thomas. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de Thomas a perdu toute couleur. Il me fixait, la bouche ouverte, aucun mot ne sortant au début. Thérèse? Tu es ici. Comme ça? Juliette s'est tournée vers lui, la confusion évidente. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Hélène a froncé les sourcils, jetant un regard entre son futur gendre et moi. Sœur? Georges est resté calme, sa voix égale mais plus froide maintenant. Thomas est fiancé à notre fille. Nous avons entendu parler de sa famille, bien sûr, mais jamais dans ce contexte. J'ai gardé un ton neutre. C'est exact. Je suis la sœur aînée de Thomas. Le silence s'est étiré. Personne ne bougeait. Thomas a finalement balbutié, Je veux dire, je savais que tu travaillais dans la technologie ou quelque chose comme ça, mais pas ça. Juliette l'a regardé d'un air vif. Tu n'as jamais mentionné que ta sœur dirigeait une entreprise avec laquelle nous sommes en partenariat. L'expression d'Hélène s'est durcie. Apparemment non. Georges a joint ses doigts, les yeux fixés sur moi. Et récemment, il y a eu un message familial à propos de la fête du Nouvel An. Quelque chose sur le fait qu'il valait mieux que certains membres restent à l'écart pour éviter toute situation gênante avec nous. Il ne l'a pas formulé comme une question. Il savait déjà. J'ai légèrement incliné la tête. Oui, c'est exact. Thomas s'est agité, mal à l'aise. C'était juste. Maman et papa pensaient. Il s'est interrompu. Le regard de Georges s'est brièvement tourné vers lui, puis est revenu vers moi. Pas de colère encore, juste une évaluation. J'ai rompu le silence. Devons-nous continuer la présentation? La technologie parle d'elle-même, indépendamment des liens personnels. Georges a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Oui. Voyons d'abord la proposition complète. Nous pourrons discuter des autres sujets après. La tension est restée palpable, mais nous avons continué. Marc s'est occupé des démonstrations en direct, Élise des projections financières. J'ai répondu aux questions, gardant un ton professionnel tout du long. Thomas était assis, raide, évitant mon regard. Juliette lui a chuchoté quelque chose une fois. Il a secoué la tête faiblement. Hélène observait avec une réserve croissante. Georges posait des questions pointues et perspicaces, manifestement toujours intéressé par l'aspect commercial. À la fin, la salle avait entendu l'argumentaire complet, comment notre plateforme pouvait transformer leur processus de conception, réduire les coûts, accélérer les collections et soutenir leurs objectifs de durabilité. Après la fin de l'impressionnante démonstration, Georges fut le premier à parler. Il s'adossa à sa chaise, les doigts entrelacés, les yeux parcourant la diapositive finale avec l'impact projeté sur 5 ans. La pièce attendait. Cette plateforme, dit-il finalement, est exactement ce dont nous avons besoin pour rester en tête dans la mode de luxe durable. La précision du prototypage virtuel, l'intégration de la prévision des tendances. Ce n'est pas une amélioration progressive. C'est une transformation pour nos marques. Hélène hocha la tête à côté de lui. La réduction des déchets de matériaux à elle seule correspond parfaitement à nos engagements publics. Juliette ajouta, et la rapidité. Mettre les collections sur le marché plus vite sans échantillon physique changerait tout notre calendrier. Thomas resta silencieux, encore en train de digérer. Georges se tourna directement vers moi.
Madame Lefebvre, votre équipe a construit quelque chose de remarquable. Les chiffres sont prudents et convaincants. Le risque technologique est faible, compte tenu de votre historique client. Il fit une pause, jetant un long regard à Thomas observateur, non accusateur. Avant de finaliser, continua-t-il, je veux confirmer quelque chose qui a été soulevé plus tôt. Thomas, il y a eu récemment une discussion familiale à propos de la fête du Nouvel An. Un message suggérant que votre sœur ne vienne pas pour éviter une potentielle situation gênante avec nous. Thomas s'agita. Oui, monsieur. C'était l'idée de mes parents. Je n'ai pas, Georges leva une main, l'arrêtant doucement. J'ai seulement besoin de la confirmation que cela s'est produit. Thomas hocha la tête. C'est arrivé. L'expression de Georges resta neutre. Merci. Il se tourna vers les documents qu'Élise avait placés devant lui. Mis à part cela, l'argumentaire commercial est indépendant. Nous sommes prêts à avancer aujourd'hui. Mon équipe échangea des regards rapides. C'était plus rapide que notre calendrier le plus optimiste. Georges continua, un contrat d'entreprise de 3 ans pour toutes nos marques de luxe, avec des options d'extension aux marques de milieu de gamme. Un engagement initial de 45 millions d'euros, des clauses d'indexation basées sur la performance. Des conditions standards sur le soutien à l'intégration et la propriété intellectuelle. Élise se pencha en avant. Ces conditions correspondent étroitement à notre proposition. Nous aurons besoin d'ajustements mineurs sur les clauses de résidence des données pour la conformité européenne. Georges sourit légèrement. Déjà noté. Notre équipe juridique peut finaliser cela cet après-midi. Hélène prit la parole. Nous sommes enthousiastes quant à l'histoire de durabilité que ce partenariat raconte. Cela renforce notre positionnement. Juliette acquiesça, bien que son ton fût plus réservé maintenant. Elle gardait les yeux sur les documents, jetant parfois un regard à Thomas avec une tension subtile. Thomas resta assis, raide, ne contribuant en rien à la discussion. Chaque fois que quelqu'un s'adressait au groupe, il évitait mon regard. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. Marc a clarifié les points d'intégration technique. Laurent a défini les phases de déploiement. J'ai géré les questions stratégiques, comment nous personnaliserions les modèles d'intelligence artificielle pour leurs codes esthétiques spécifiques, comment les données de tendance alimenteraient leurs décisions de merchandising. Georges a posé les questions les plus difficiles, sondant les cas limites, les limites d'évolutivité et les réponses de la concurrence. Il était minutieux, ayant clairement fait ses devoirs. Chaque réponse le satisfaisait. En début d'après-midi, les conditions principales étaient convenues. Les équipes juridiques échangeraient des versions annotées, mais l'intention était signée en principe. Georges a paraphé lui-même la lettre d'intention. Félicitations, dit-il en se levant pour nous serrer la main. Ce sera un partenariat solide. Hélène et Juliette ont fait écho à ce sentiment, poli et professionnel. Leur chaleur envers mon équipe était sincère, mais quand elles se sont tournées vers Thomas, l'aisance avait disparu. Une distance subtile dans la posture, des réponses plus brèves. Alors que le groupe se préparait à partir, Georges a attiré mon attention. Madame Lefebvre, un mot en privé, rapidement. Nous sommes entrés dans mon bureau, adjacent à la salle de conférence. Des baies vitrées donnaient sur la ville. Il a examiné l'espace brièvement, un meuble moderne, récompense de l'industrie sur les étagères, puis m'a fait face. Je ne mélange pas la famille et les affaires, dit-il d'un ton égal. Le contrat est maintenu parce que votre technologie apporte une valeur claire. Point final. J'ai hoché la tête. Compris. Cela dit, a-t-il poursuivi, je prête attention à la façon dont une famille traite son membre le plus capable. C'est un élément d'information. Rien de plus pour l'instant. Son ton ne portait aucun jugement, juste un constat. J'apprécie votre franchise, ai-je répondu. Il a de nouveau tendu la main. Nous vous contacterons pour les prochaines étapes. De retour dans la salle de conférence, les autres rassemblaient leurs affaires. Hélène a remercié Élise pour le détail financier. Juliette a posé à Marc une question de suivi sur l'accès mobile pour les créateurs. Thomas traînait près de la porte, semblant vouloir dire quelque chose mais ne trouvant pas les mots. Le groupe Beaumont est parti ensemble, Georges en tête, Hélène et Juliette à ses côtés. Thomas suivait derrière. En arrivant à l'ascenseur,
Thomas a jeté un regard en arrière, les yeux pleins de regret, mais il n'a rien dit de plus. La délégation Beaumont a quitté le bâtiment, et Thomas m'a regardé avec une culpabilité pure mais n'a pas dit un mot. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner dès que je suis rentré. D'abord, un appel vidéo de Thomas. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Son visage a rempli l'écran, Juliette à ses côtés, tous deux mal à l'aise sur ce qui semblait être le canapé de leur salon. Thérèse, commença Thomas immédiatement, la voix précipitée. Je n'en avais aucune idée. Sérieusement, je pensais que tu faisais juste un travail de bureau normal. Peut-être un peu de design sur ordinateur. Pas diriger toute une entreprise comme ça. Juliette s'est un peu penchée. Je suis vraiment désolé aussi. Thomas n'a jamais parlé de ton travail en détail, alors j'ai juste supposé que... Eh bien, je n'aurais rien dû supposer. Thomas a hoché la tête rapidement. Exactement. Quand maman a envoyé ce message, je n'ai pas pensé que c'était grave. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas de sauter une fête. Je ne savais pas qu'ils allaient entrer dans ton bureau. Il s'est frotté le cou. Ce pouce levé que j'ai envoyé. C'était stupide. Automatique. Je ne réfléchissais pas. Juliette lui a jeté un coup d'œil, puis est revenue vers moi. Nous nous sentons tous les deux très mal. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. J'ai écouté sans interrompre. Leurs excuses se sont déversées, sincères mais maladroites, comme s'ils lisaient un script qu'ils n'avaient pas répété. Ce n'est pas grave, ai-je dit quand ils ont fait une pause. Vous ne saviez pas parce que personne n'a jamais demandé. Thomas a grimacé. Ouais, c'est de notre faute. Surtout de la mienne. L'appel s'est terminé maladroitement après quelques autres, nous nous rattraperons. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone de côté. Le lendemain, mon assistante m'a appelé en milieu de matinée. Madame Lefebvre, il y a un monsieur et une madame Lefebvre dans le hall. Ils disent qu'ils sont vos parents. Sans rendez-vous. J'ai marqué une pause d'1 seconde. Faites-les monter dans la petite salle de conférence. 10 minutes plus tard, maman et papa sont entrés. Ils étaient bien habillés. Papa dans un costume qu'il réservait habituellement pour les mariages, maman dans une robe et des perles. Ils semblaient déplacés au milieu des meubles modernes et des écrans. Les yeux de maman étaient déjà rouges. Papa tenait un petit bouquet de fleurs, comme si cela pouvait aider. Thérèse, dit maman, la voix brisée en me serrant trop fort dans ses bras. Nous sommes venus dès que Thomas nous a prévenus. Papa a posé les fleurs sur la table. Nous n'en avions aucune idée, ma chérie. Aucune. Nous nous sommes assis. Maman s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. Quand Thomas nous a dit que tu étais la présidente directrice générale, celle des magazines et tout, nous n'arrivions pas à y croire. Toutes ces années, et ton travail était aussi important, s'est éclairci la gorge papa. Nous sommes fiers, bien sûr. Choqués, mais fiers. Nous n'avons juste jamais su parce que tu n'en as jamais vraiment parlé. J'ai attendu. Maman a continué, ce message à propos du Nouvel An. Ton père et moi l'avons seulement envoyé parce que nous ne voulions pas que les choses soient gênantes avec les Beaumont. Nous pensions que ton travail était, tu sais, un travail de bureau ordinaire. Rien sur quoi il poserait trop de questions. Papa est intervenu. Nous essayons de faire ce qui était le mieux pour la famille. Les fiançailles de Thomas sont importantes. Nous ne voulions rien risquer. Maman a hoché la tête. Exactement. Si nous avions su à quel point tu avais réussi, nous n'aurions jamais. Elle s'est arrêtée, réalisant ce qu'elle avait failli dire. J'ai parlé pour la première fois. Vous n'auriez jamais quoi? Exclu. Maman a baissé les yeux. Nous ne voulions pas dire ça comme ça. Mais vous l'avez fait, ai-je dit calmement. Vous le faites depuis des années. Chaque fois que j'essayais de partager quelque chose sur quoi je travaillais, la conversation se tournait vers Thomas. Ses matchs, ses amis, ses rendez-vous, maintenant ses fiançailles. Papa s'est agité. Nous ne nous en sommes pas rendus compte. Vous n'avez pas demandé, les jeux coupés. Pas une seule fois. Et Thomas était au courant du message. Il a réagi avec un pouce levé. Ça ne le dérangeait pas. Maman a jeté un regard à papa.
Thomas a dit qu'il n'avait pas réfléchi. Ce n'est pas la question, ai-je répondu. La question, c'est que personne n'a pensé à moi du tout jusqu'à hier, quand il s'est avéré que j'étais quelqu'un qui valait la peine d'impressionner les Beaumont. Papa a essayé de nouveau. Nous sommes désolés. Vraiment. Nous voulons arranger les choses. Viens au nouvel an. Laisse-nous te mettre en valeur comme il se doit. Maman a tendu la main vers la mienne. S'il te plaît, nous sommes une famille. Je me suis retiré doucement. Ces mots viennent maintenant parce que vous savez l'ampleur de la situation, pas parce que vous me voyez soudainement. Les larmes de maman ont recommencé à couler. Ce n'est pas juste. Si, ça l'est, ai-je dit. Vous avez eu des décennies pour me voir. Vous avez choisi de ne pas le faire. La voix de papa s'est faite plus basse. Que veux-tu que nous fassions? Rien, ai-je répondu. Il n'y a rien à réparer en une seule conversation. Le silence est tombé dans la pièce. Maman reniflait. Papa fixait la table. Après une longue minute, ils se sont levés. Maman m'a de nouveau serré dans ses bras, avec hésitation cette fois. Papa m'a tapoté l'épaule maladroitement. Nous t'aimons, a murmuré maman. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé les fleurs et sont sortis. Je suis resté un moment de plus dans la salle de conférence, regardant la vue sur la ville, puis je suis retourné à mon bureau. Les jours qui ont suivi, les messages ont continué d'arriver, mais je n'y ai plus répondu. Le réveillon du Nouvel An est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais réservé un chalet privé dans les Alpes des mois plus tôt, une tradition annuelle avec l'équipe de direction et quelques responsables clés. Pas de grande foule, juste 20 d'entre nous dans un chalet avec vue sur le lac. Nous y sommes montés cet après-midi-là. La neige recouvrait tout, calme et pure. L'endroit avait une grande salle à manger, des cheminées dans chaque chambre et une terrasse pour regarder les feux d'artifice à minuit. Tout le monde est arrivé détendu. Pas de costume, juste des pulls et des jeans. Laurent a amené sa femme. Élise et Marc sont venus avec leurs partenaires. Quelques ingénieurs principaux ont amené leurs conjoints. Nous avons cuisiné ensemble dans la grande cuisine, steak grillé, légumes rôtis, beaucoup de vin. Le dîner s'est éternisé. Nous avons fait un tour de table pour partager les moments forts de l'année. Nouvelle fonctionnalité lancée. Client gagné, record battu. Quand mon tour est venu, j'ai fait simple. Nous avons construit quelque chose qui compte, et nous l'avons fait ensemble. Personne n'a mentionné les drames familiaux. Ils en savaient assez pour ne pas le faire. Après avoir mangé, nous sommes sortis. L'air était froid, le souffle visible. Quelqu'un a allumé un feu de joie. Nous nous sommes passés des boissons chaudes, avons parlé des projets pour l'année prochaine, idées d'expansion, nouvelles embauches, marchés que nous voulions conquérir. À 23h30, nous sommes descendus au bord du lac. Le complexe avait organisé un feu d'artifice privé. La première explosion a illuminé le ciel de rouge et d'or. Tout le monde a applaudi. Les téléphones sont sortis pour les photos, mais la plupart du temps, nous avons simplement regardé. Minuit a sonné avec une cascade de couleurs et de sons. Des étreintes, des toasts au champagne. Laurent a trinqué avec moi. À une autre année à leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai souri. Aux gens qui n'ont jamais eu besoin de preuves. Nous sommes restés dehors jusqu'à la fin du spectacle, puis nous sommes rentrés pour le dessert et les jeux de société. Les rires ont rempli le chalet tard dans la nuit. Pas de tension, pas de marcher sur des œufs. Juste la compagnie facile de gens qui avaient choisi d'être là. J'ai bien dormi pour la première fois depuis des semaines. Quelques jours plus tard, de retour en ville, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer mais j'ai quand même répondu. C'était Thomas. Sa voix était basse, tremblante. Thérèse, c'est moi. D'un autre téléphone. Je suis restée silencieuse. Il a pris une profonde inspiration. Les fiançailles sont rompues. Les parents de Juliette y ont mis fin hier. Une pause. Georges m'a pris à part. Il a dit. Il a dit que si je pouvais rester silencieux quand ma propre sœur était traitée de cette façon, quand j'ai même réagi positivement au message t'excluant, alors il ne pouvait pas me faire confiance pour défendre sa fille quand cela compterait. Thomas semblait vide.
Il n'était pas en colère, juste déçu. Il a dit que ce n'était pas une question de ta réussite, mais une question de caractère. Je n'ai pas répondu. Ils rendent la bague. Maman, papa sont dévastés. Ils s'en veulent, mais aussi un peu à moi de ne pas avoir parlé plus tôt. Toujours rien de ma part. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il terminé. Sauf que je suis désolé. Pour de vrai cette fois. La ligne est restée silencieuse. J'ai mis fin à l'appel sans un mot. Plus tard dans la soirée, j'ai parcouru mes contacts. Le numéro de maman, bloqué. Celui de papa, bloqué. L'ancien de Thomas, déjà supprimé. Le groupe de discussion familiale, quitté et supprimé. Plus de colère. Juste une rupture nette. Je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu à la fenêtre, regardant la ville bouger en dessous. Le vrai succès n'a jamais eu besoin de leur approbation. Il a grandi quand même, plus fort sans elle. Et les schémas toxiques, ceux construits sur le favoritisme et le silence, peuvent tout coûter aux gens quand la vérité finit par éclater. Ils ont perdu la relation qu'ils chérissaient le plus. Non pas à cause de ce que j'ai accompli, mais parce qu'ils n'ont jamais vu ma valeur depuis le début. Ma valeur a toujours été là. Les gens au chalet l'ont vue. L'équipe la voyait tous les jours.